Chers étudiants, chers professeurs, chers collègues et amis, c'est avec un plaisir renouvelé que nous accueillons aujourd'hui pour cette 4e séance des Mythes de l'Antiquité 2014-2015. Nous nous réjouissons aussi de voir que les participants sont de plus en plus présents au fil de l'année académique. Et donc nous accueillons aujourd'hui Paolo Tomassini, qui est doctorant en archéologie romaine, qui est aussi un collègue et un ami. Et Paolo qui est ici chez lui, qui est à la maison, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il a effectué tout son cursus en archéologie ici à UCL. Et dans le cadre de son mémoire de master, il a développé un beau projet de recherche à Ostie, projet donc, qui porte, comme vous savez, sur la peinture romaine. Ce projet s'est récemment concrétisé par l'obtention d'une bourse. Paolo est désormais, depuis octobre 2014, aspirant FNRS. Il a donc entamé une thèse de doctorat dirigée par Marco Cavalier, professeur en archéologie romaine ici à l'UCL. Fort de son expérience acquise sur le terrain, en laboratoire aussi, il a développé des compétences, des connaissances sur l'art pariétal romain. Et aujourd'hui, il va nous présenter un cadre général de la situation à Ostie, dans un véritable effort de synthèse, car comme vous avez pu le lire dans le titre, il va couvrir à travers son discours près de 5 siècles d'histoire de l'art pariétal, et il ne manquera pas également d'intégrer les récentes découvertes archéologiques. Donc voilà, Paolo, je te laisse la parole. Merci. Eh ben, merci beaucoup à vous d'être aussi nombreux. Et je remercie avant tout, ça je ne peux pas commencer sans le faire, les deux Nicolas qui sont les vrais piliers, grands organisateurs des Midi de l'Antiquité, qui font ça de main de maître et continuent à le faire. Nous avons 40 minutes, 45 minutes pour couvrir 500 ans d'histoire de la peinture à Ostie. C'est beaucoup. Nous allons voir beaucoup d'images, nous allons les commenter, nous allons voir beaucoup de choses, mais on va essayer d'y arriver. Donc, courage, accrochons-nous et commençons. Donc, bon, disons l'objectif de cet exposé, c'est voilà, de retracer l'évolution de la peinture à Ostie dès ses premières attestations jusqu'à la fin de l'histoire de la ville. Disons, les premières attestations du 1er siècle avant jusqu'au 4e siècle après. Et donc, nous allons essayer de voir à partir des principales attestations. On ne verra pas tout parce qu'il y a beaucoup trop. Donc, j'ai essayé de choisir les exemples les plus représentatifs de la peinture romaine. Et on va essayer justement de voir en quoi, en retraçant cette évolution, les informations que peut nous amener cette étude pour justement pour comprendre, disons pour comprendre comment l'habitat évolue au fil, donc comment la peinture est considérée par les Romains, comment la maison, parce que c'est de cela qu'il y a l'espace domestique, est conçue au fil des siècles. Bon, introduction, on arrête, on commence un peu. Juste avant, 2 mots sur Ostie, parce que je ne sais pas, on a un public assez large, donc pour retracer un peu, on est allé un peu trop là. Voilà, on est à côté de Rome, plus précisément à 30 km sur la côte. Ostie est le port de Rome, la ville, le port et la porte de Rome. Donc c'est une ville à part entière. Une ville, c'est la première colonie de Rome, mais qui a un statut quand même assez particulier. Étant la première colonie de Rome, c'est aussi le port de Rome, et donc c'est un appendice de Rome. Donc on verra après quel est l'intérêt pour ça. Donc voilà, le site comme il apparaît aujourd'hui, ce sont plus de 34 hectares d'aire archéologique qui a été fouillé, qui représentent plus ou moins un quart, même pas un peu moins d'un quart de la superficie de la ville qui était. Donc, pour vous expliquer un peu, donc, ici vous voyez la ville vue de l'avion qui part de Fiumicino. Donc le Tibre, donc port, pourquoi ? La ville de Rome est ici. Donc on arrive, la ville de Siet est située à l'embouchure du Tibre. La mer s'est retirée, vous voyez, de plus ou moins 3 km. Donc la ville était située à l'origine en bord de mer, là où est la route ici, plus ou moins, et où était la mer. Et le Tibre s'est déplacé, le Tibre continuait tout droit. Donc c'est une ville portuaire qui a plusieurs fonctions. Disons, première fonction est la ville
naît comme protection de l'embouchure du Tibre, donc comme pour protéger l'accès de la ville, l'accès vers Rome, en plus pour gérer le trafic commercial, en plus pour les salines qui étaient situées donc, plus ou moins ici. Donc c'est une ville cruciale pour l'histoire et le développement de Rome. Et c'est ça qui... Donc, le développement d'Ostie sera lié au développement de la ville de Rome. Et donc c'est une ville qui aura une longue histoire. Les premières attestations remontent au IVe siècle avant Jésus-Christ, qui se développera de plus en plus. Et une ville qui continue à être habitée jusqu'au IVe, Ve, VIe siècle après Jésus-Christ. Donc c'est énorme. Et l'intérêt du site est justement son état de conservation. Vous voyez là, quand même, ce qui a été fouillé est quand même une superficie assez grande. Donc c'est l'intérêt, voilà, c'est une ville à part entière, contrairement à Pompéi, qui continue à vivre. Et donc l'intérêt crucial d'Ostie est non seulement la proximité avec Rome qui nous fournit une image de ce qu'était Rome à l'époque, donc c'est une ville qui évolue en parallèle avec le développement et l'histoire de Rome. L'intérêt est aussi qu'on a une ville complète, on a une ville qui s'étend sur plusieurs siècles, donc ça devient vraiment un site majeur et crucial pour la compréhension du monde romain. Donc ici vous pouvez voir quelques photos de l'état de conservation qui est excellent. Nous avons des édifices conservés sur près de 3 étages, 4 étages aussi. Donc, c'est un terrain d'étude idéal pour l'étude du monde romain et pour la peinture en particulier, parce qu'il y a énormément d'édifices qui conservent des décorations picturales dans un très bon état de conservation. Nous en verrons quelques-unes, mais on a aussi des inns ou des appartements, si vous voulez, qui conservent les peintures sur toutes les parois et les plafonds, parfaitement conservé. Donc c'est un site extrêmement important. C'est un site extrêmement important aussi parce que c'est un des seuls qui nous permettent d'étudier aussi la production après Pompéi. Pompéi est bien sûr la référence pour l'étude de la peinture antique au 1er siècle, jusqu'au 1er siècle après, mais ça s'arrête en 79. Qu'est-ce qui se passe après? On ne sait pas. Et grâce à Ostie, grâce à toutes les peintures qui sont conservées, on peut avoir une idée de comment évolue la décoration romaine jusqu'au 4e, 5e siècle après Jésus-Christ. Donc j'étais un peu trop loin, voilà. Donc c'est un terrain d'étude d'exception pour toutes ces raisons. Donc pour son importance intrinsèque, les rapports avec Rome, pour sa longévité, son état de conservation, et du point de vue de la peinture aussi, c'est intéressant parce que c'est le reflet le plus précis qu'on a de la peinture à Rome, dans la capitale, qui était, disons, le cœur de la production de l'art romain, si vous voulez, en tout cas en ce qui concerne, c'est de Rome que partent les impulsions premières qui permettront une évolution de la peinture. C'est Rome qui lance la mode, si vous voulez, mode qui sera suivie partout dans l'Empire. Vous connaissez Rome, c'est une ville tentaculaire avant comme maintenant, où donc les contextes sont très difficiles. Et donc c'est difficile d'avoir une image de la peinture romaine, parce que très peu de contextes sont conservés, entiers in situ, parce qu'à cause des nombreux travaux, c'est une ville toujours vivante, donc très peu conservés, et les peu de fragments qui sont conservés sont tellement mélangés, tellement remélangés, qu'on ne peut pas reconstituer vraiment beaucoup. Alors qu'à Ostie, c'est un contexte plus petit, plus fermé, en quelque sorte. Et donc, même ce que nous n'avons pas en peinture pariétale conservé entier, grâce aux fragments, en les reconstituant, on peut arriver à avoir une image plus précise. Et vu que c'est plus petit, on peut élargir le champ, avoir une image plus précise. Voilà. Donc, Ostie est le miroir de Rome dans ce sens-là. Introduction finie. On commence le cœur du discours. Donc voilà, j'ai décidé de diviser de manière un peu arbitraire et peut-être artificielle, mais juste pour être clair, en plusieurs phases chronologiques. Donc on va commencer à parler de la peinture pompéienne, qu'on appelle, donc celle qui est attestée par Ostie du IIIe siècle avant, mais qui aussi n'est pas vraiment attestée, on va dire du 1er siècle avant jusqu'à la fin du 1er siècle après. Donc première phase. Après, on va essayer de voir la peinture de la première moitié du IIe siècle. On va voir pourquoi la première moitié. Donc, c'est une phase assez importante pour l'histoire d'Ostie et l'histoire de la peinture en général. Et ensuite, on va parler un peu de la peinture un peu plus tardive, de la deuxième moitié, la peinture antonine, la peinture sévérienne au début du IIIe siècle, et après, dans les dernières attestations connues d'Ostie. Voilà, donc 4 phases. On y va, on commence. Donc, l'état que nous voyons d'Ostie maintenant, donc toutes les structures, la carte est un peu petite sur l'écran. Donc, quasiment toutes les structures que vous voyez ici remontent au IIe siècle après Jésus-Christ, à l'époque de l'empereur Hadrien. Pourquoi? Parce que c'est une phase de développement très importante pour la ville d'Ostie, parce qu'à ce moment, le port, qui était auparavant un port fluvial,
donc pas directement sur la mer, mais qui était, on ne sait pas, il n'a pas été retrouvé, puisqu'il a, disons, des sondages qui ont été faits, le placeraient peut-être à l'embouchure ici entre la mer qui était là à l'origine et le Tibre qui est ici. Mais au IIe siècle, déjà Claude, l'empereur Claude, puis Trajan, puis Adrien, créeront un nouveau port à 2-3 km au nord d'Ostie, qui est le site de Portus. Et ce sera un énorme complexe commercial portuaire, avec un énorme bassin, surtout avec Trajan, et ce sera une phase de boom économique pour Ostie. Disons, les structures portuaires sont déplacées en dehors de la ville, les structures portuaires donc de commerce, de stockage, etc. La ville reçoit énormément de visiteurs aussi, mais aussi de richesses, et donc ce sera l'occasion pour la ville de se développer. Et cette phase, disons, est une phase charnière pour l'histoire d'Ostie. L'époque d'Adrien est là où se développe le plus. Donc il y a d'énormes travaux d'aménagement. Quasiment, la structure l'ampleur de la ville se dédouble, même plus. Grands travaux d'aménagement, ça veut dire que toutes les structures qu'il y avait avant ont été détruites en grande partie. Et c'est là qu'on revient à l'époque républicaine et augustéenne. Il ne nous reste pas beaucoup. Pourquoi ? Parce que tout a été détruit, parce qu'on a reconstruit au-dessus. Jusqu'il y a quelques années, les seuls contextes qui étaient connus de peintures, donc d'édifices qui présentaient des peintures de cette époque, donc de la fin de la République et de l'époque augustéenne, ou en tout cas de 1er siècle après Jésus-Christ, étaient 3. Pas beaucoup. Donc il y avait le site de la Domus des Bucranes, on va la voir tout de suite, qui a eu une énorme domus, disons, magnifique, avec des peintures conservées in situ, donc en place encore comme elles étaient dans les pièces de la maison. Et quelques exemples de 3e et 4e style. On verra au fur et à mesure ce que ces mots veulent dire pour ceux qui ne les connaissent pas. Dans le sanctuaire de la Bonadea, aussi on le verra. Les dernières fouilles ont mis au jour une grande quantité de fragments d'enduit peint, donc de peintures qui ne sont plus en place dans la maison comme elles étaient à l'époque, mais qui sont à l'état fragmentaire et qui résultent de ces travaux, des destructions qui ont été faites pendant les travaux du IIe siècle après Jésus-Christ. Donc on détruisait les maisons, on rehaussait les niveaux et on construisait au-dessus. Dans ces couches de rehaussement, pour faire ces couches de rehaussement, on utilisait les détritus, si vous voulez, qui résultaient de la destruction des maisons. Donc les structures murales, les pavements et les peintures qui se cassent et donc qui sont en fragments. Mais ces fragments peuvent être recomposés comme des puzzles. Et même si on ne connaît pas leur disposition, leur colocation d'origine, elles nous donnent quand même des informations très importantes pour l'histoire de la peinture en soi. Et donc pour comment étaient ces maisons qui ont pour la plupart disparu, mais que grâce aux peintures on peut reconstituer. Et donc ces dernières fouilles, pendant des années personne ne s'en est vraiment intéressé, parce que les fragments d'enduit c'est quand même moins intéressant que les peintures entières conservées sur les murs. Et donc jusqu'il y a quelques années, voilà, la peinture de 1er siècle c'était ça. Aussi n'intéressait personne pour le 1er siècle, devenait intéressante à partir du 2e siècle. Mais grâce à des études plus récentes, il y a un projet de recherche maintenant du Centro Studi per la Pittura Romana Ostiense, le CESPRO, dont je fais aussi partie, qui est coordonné par Stella Falzone de l'Université Sapienza, qui a décidé de remettre main à tous ces fragments d'enduit, de refaire les puzzles et donc de s'intéresser à ce que personne n'avait fait avant. Et maintenant, les petits points sur la carte peuvent tout doucement augmenter. Et donc, la peinture qui était inexistante jusqu'à quelques années commence à apparaître peu à peu. On n'est pas les seuls, il y a d'autres personnes, d'autres chercheurs qui s'en sont occupés. Mais disons, vous voyez que maintenant on peut avoir une idée beaucoup plus complète de cette peinture qui était avant absente, uniquement en étudiant les fragments. On va en voir beaucoup, pas beaucoup, on va en voir quelques-uns, je me suis limité, je voulais en mettre plus. Mais... Donc, on va donc commencer. On va commencer par le plus beau, disons, mieux conservé, c'est celui de la Domus des Bucranes. À chaque fois, ici en haut, vous trouverez une carte de la ville. Donc, on est dans les quartiers occidentaux de la ville. La ville se structure, disons, en 2 axes principaux. N'oubliez pas que le Tibre est ici parallèle et la mer est là. Donc, il y a un long axe routier qui est le Decumanus. Donc, la rue principale, si vous voulez, où se développait toute la ville, qui arrivait plus ou moins au Forum. Ici, vous voyez le théâtre, pour ceux qui connaissent, enfin, ce n'est pas important. Au Forum, l'axe routier se divisait en 2. Une rue qui allait vers le fleuve, une rue vers la mer. Le long de cette rue vers la mer, donc vers la Porta Marina, s'est développé au début du 1er siècle avant, ou
plus ou moins à la moitié du 1er siècle avant, ça dépend, il y a des controverses, tout un quartier de riches maisons patriciennes, de riches maisons de riches romains, qui établissaient leur maison ici, qui habitaient Ostie, qui pouvait être leur résidence d'été à la mer, ou aussi leur résidence... Et donc, ces maisons qui sont connues par des fouilles, parce que Ostie a été fouillée dans les années 1930-40, dictée en partie par Mussolini, qui voulait montrer pour l'exposition universelle une ville entière, comme elle devait être à l'époque de majeure splendeur de Rome. Et donc, ils ont fouillé en quelques années tout ce qu'on voit aujourd'hui, quasiment. Mais ils se sont arrêtés au niveau d'Adrien, justement, du IIe siècle. Ils ne sont pas descendus en dessous, pas tout le temps. Et donc, on n'avait pas idée qu'il y avait ces domus, ces maisons en dessous, si ce n'est par quelques sondages qui avaient été faits. Ce n'est que dans les années ultérieures, il y a eu des fouilles dans les années 50, 60, 70, ou plus récemment, qui ont mis en lumière ces maisons qui ont été détruites et qui étaient en dessous. Une de celles-ci est la Domus de Bucrane, qui était située sous ce qu'on appelle la Scola del Traiano. Mais ce qui nous intéresse ici plus que la maison, qui en tout cas, vous voyez, a un plan assez semblable aux maisons qu'on connaît à Pompéi. Donc, on commence une maison avec un atrium, une pièce principale d'entrée avec un impluvio, une espèce de vasque pour la récolte de l'eau, disons, sur laquelle s'ouvraient des petites pièces, à laquelle on accédait par un couloir, les fauces, qui était flanqué par des boutiques, ça pour vous donner une idée. Ensuite, après, il y avait le tablinum avec d'autres pièces et un péricyle à l'arrière. Une maison pompéienne des plus classiques. Donc, la définition... Bon, oui, d'accord. Non, ça, on passe. Désolé. Si. Et donc, ces maisons des plus classiques présentaient des décorations de très grande qualité. Ça, ce sont les peintures du tablinum que vous voyez là. Elles ont été rasées. Donc, n'imaginez pas une élévation comme à Pompéi. Elles en avaient, mais elles ont été rasées plus ou moins à cette hauteur-ci, un peu plus d'1 mètre de hauteur. Et donc, ce qui est conservé, c'est malheureusement le socle. Et vous voyez une peinture de très grande qualité. Les couleurs sont très belles. On a le rouge que vous voyez ici est ce qu'on appelle le rouge cinabre, qui était une des couleurs les plus riches, les plus chères qu'il y avait. Donc, c'est des peintures extrêmement riches, extrêmement belles, qu'on retrouve exactement à Rome. Et donc, les propriétaires étaient de riches personnes qui pouvaient se permettre des peintures exactement comme dans les plus belles maisons de Rome, des riches romains. Bon, ce sont des peintures qu'on appelle de deuxième style. Vous savez que la peinture qu'on retrouve à Pompéi a été divisée en styles en fonction de l'organisation de la paroi, en fonction de quelques motifs. On continue à utiliser ces définitions qui datent de la fin du XIXe siècle, même si elles ne sont plus... Elles restent plus ou moins d'actualité. Donc, ce qu'on dit le deuxième style, ce sont des compositions avec des imitations d'architecture, avec un socle qu'on retrouve généralement, et des grandes colonnes en trompe-l'œil qui scandent la paroi en différentes zones. Donc, des imitations en trompe-l'œil d'architecture, avec aussi des paysages à l'arrière. Ici, c'est une composition plus fermée, donc on ne la voit pas, mais donc, ce qui est conservé, c'est le socle. Quand la maison a été détruite, ils ont utilisé pour les couches de rehaussement les matériaux qui étaient là. Donc, tous les fragments proviennent de la paroi naturelle. Ici, on peut le dire, parce qu'on a les fragments aussi en place. Et donc, grâce à tous ces fragments, on peut reconstituer, ici l'image est un peu petite, comment devait être la paroi entière. Donc, comme je vous disais, avec un socle, des colonnes en perspective représentées en trompe-l'œil, avec des panneaux à orthostates et des bandes avec cette frise avec ces nains qui dansent. Là, on passe rapidement, parce que le temps passe. C'était juste pour vous montrer que la peinture de 1er siècle avant est extrêmement riche, et à l'égal de Rome. Là, on arrive aux fragments. Ça, le caseggiato delle taberne finestrate est le contexte, ceux qui me connaissent en ont souvent beaucoup entendu parler, parce que ça a été le sujet de mon mémoire de master, les fragments de peinture qui proviennent de ce contexte, et ça continue pour la thèse. Mais disons, l'intéressant de ce contexte est que c'est un complexe commercial du IIe siècle qui s'implante, même chose, sur une domus républicaine augustéenne. Dans ce cas-ci, les peintures ne sont pas attachées aux parois, mais on a énormément de fragments de peinture. On ne peut pas savoir d'où ils provenaient exactement, mais on peut supposer qu'ils provenaient de la maison qui était là. On peut reconstituer que des groupes de fragments, pas forcément... Donc vous voyez des motifs ici d'un plafond,
avec des rinceaux végétaux ou des motifs en amande. Là, je vous en montre quelques-uns, juste pour vous montrer la qualité des décorations, que c'est sur ça qu'il faut insister pour la peinture républicaine, augustienne. Ça, c'est peut-être un peu plus tardif. On est déjà à la moitié du 1er siècle après Jésus-Christ, pour vous donner une idée. Donc ici, vous voyez un oiseau en train de s'approcher d'une fleur, tous des fragments de plafond, enfin ici une bordure en étoile. On les passe juste pour vous montrer, parce que c'est joli, voilà. Ici, vous voyez une tête, un motif qu'on appelle la tête lunaire, une tête ronde, blanche, vous voyez les yeux, le nez ici, qui rappelle justement une lune. Je vous les montre aussi pour dire que la peinture qu'on retrouve à Ostie, grande qualité qui renvoie à Rome, mais aussi très semblable aux exemples qu'on a à Pompéi. Ce qui montre bien que la peinture qu'on a à Pompéi n'est pas une expression locale, mais une expression plus commune, généralisée, de cette peinture pompéienne qui en réalité n'a rien de pompéien, mais c'est une peinture romaine. Et c'est une peinture de Rome, plus exactement. C'est là que naissait cette mode, et c'est de là que se répandaient les modèles qui étaient répandus dans tout l'Empire, au moins à cette période-ci. Et donc, encore une fois, l'intérêt d'étudier la peinture à Ostie. Ici, vous voyez des fragments de bordure, ou ici, vous voyez une sphinge, un petit personnage. Voilà, c'est juste... Ça, c'est plus intéressant, parce que ces différents fragments qui appartiennent à la même paroi, parce qu'ils présentent une décoration semblable, des couches de préparation de mortier identiques. Là, il y a tout des... Vous voyez peu de fragments, mais c'est quand même méthodologiquement très correct, on n'a rien inventé. Une paroi de 4e style, donc on a sauté au 4e, on était au 2e avant. Le 4e style, qui est un peu plus stylisé que le 2e style, ce ne sont pas des architectures en trompe-l'œil, mais c'est déjà plus stylisé. Et vous voyez toujours il y a des règles assez précises dans le 4e style. Donc la paroi qui est divisée en 3 zones, un socle, une zone médiane, une zone supérieure, des panneaux centrales et latéraux, avec des architectures plus ou moins fantaisistes, plus ou moins stylisées, plus ou moins légères, sur lesquelles s'appliquaient des motifs ornementaux, des guirlandes, comme ici, où ici il y avait probablement un tableau avec une scène mythologique qui a été perdue. Ici, dans la zone supérieure, vous voyez un tripode avec des bordures, des guirlandes, voilà. Donc ce 4e style à Ostie qui apparaît de manière indirecte grâce à l'étude de ces fragments. D'autres contextes est par exemple celui qui vient du Caseggiato dei Lottatori. Trop vite ? Non ? Oui. Qui est un autre contexte fort semblable, étudié par Mademoiselle Martina Marano, qui est ici chercheur invité avec nous pour ce quadrimestre, qui est chercheuse aussi du CESPRO, du Centro Studi Pittura Romano-Ostiense. Un contexte très semblable dans une autre partie de la ville, même cas de figure. Des structures qui ont été détruites pour construire une structure plus commerciale au IIe siècle et après. Ces fragments, aussi de 4e style, vous voyez la qualité qui est aussi très haute, peut-être même plus haute que pour le Caseggiato delle Taberne Finestrate. Vous voyez la finesse des traits, et donc ça, ce sont des bordures, des cadres. Vous voyez ici un morceau de paysage qui représentait un tableau. Voilà, ces fragments, encore une fois, pour insister sur la qualité. On ne va pas faire d'études plus stylistiques ou artistiques qui n'auraient pas d'intérêt pour l'instant. Elle aussi, elle a reconstitué une paroi. L'intérêt, c'est que deux contextes différents, deux cas de figure semblables, mais dans des régions différentes de la ville, se ressemblent beaucoup. On retrouve des motifs, plus près des motifs stylistiques très identiques entre les deux contextes. On retrouve une même technique dans la préparation des parois, les couches de mortier, dans l'application des couleurs très semblables, qui pourraient faire penser qu'il s'agit d'une même boutique. Une grande boutique qui travaillait à Ostie. On ne sait pas encore, on est à un stade initial de la recherche, mais on commence. C'est intéressant en tout cas de voir que les deux premiers contextes étudiés présentent des similarités étonnantes. Un troisième contexte connu, qui était, si vous vous rappelez bien, la deuxième étoile sur la carte du début, ce sont les peintures du sanctuaire de la Buona Dea. Un sanctuaire, je vais vous passer les détails, mais l'intéressant, c'est qu'il conserve des peintures en place comme elles étaient dans le portique du sanctuaire et dans ce qui était la cella du temple, donc la salle. Voilà, donc ça, vous voyez, ça, ce sont les peintures de la cella du temple, de la salle la plus centrale du temple de culte. On ne voit pas grand-chose, mais on voit ce qui reste d'un socle, la partie basse, avec un masque ici et encadré dans un losange et dans un carré. Donc,
une structure ici plus de 3e style, de fin du 3e, 4e style. On passe. Autre chose intéressante, ce sont ces peintures de 4e style conservées sur une longueur assez ample. Là, vous avez un détail. Aussi de très grande qualité, malgré l'état de conservation qui n'est pas des meilleurs. Mais encore une fois, ce qui est intéressant, c'est de voir les parallèles entre ces peintures et les peintures en fragments. Préparation identique, même motif, même manière de traiter les couleurs, les formes. Et donc ici, voilà, j'avais fait un relevé, un dessin, disons, des peintures comme elles auraient pu être. Vous avez une idée un peu plus précise de comment est scandée la paroi. On a un 4e style, encore une fois, avec un socle noir et le début de la zone médiane. Des panneaux rouges avec des cadres jaunes et des architectures qui scandent la paroi en différents panneaux. Et donc, voilà. Ce qui est intéressant, c'est que commencent à apparaître des peintures très semblables, surtout entre Caseggiaio Lottatori et le Santuario della Bonadea, qui nous donnent voilà, ce panorama de cette peinture de 1er siècle, qui était absente et que, grâce aux fragments, on peut reconstituer. Peinture de haute qualité, semblable aux exemples de Pompéi, semblable aux exemples de Rome. Voilà. On avance. Fin du 1er siècle, donc, avec 2e siècle après Jésus-Christ, agrandissement de la ville, grands travaux d'aménagement. Ça fait une césure nette avec le passé. Donc, pour vous donner une idée, ça c'est la ville plus ou moins à l'état, disons, du 1er siècle après. Vous voyez les structures qui sont connues, mais voilà. Et ça c'est la ville, on va dire au 2e siècle après, disons dans son état actuel. Travaux d'aménagement, boom économique. Qui dit boom économique dit beaucoup de structures qui doivent décorer en peu de temps. Qui dit beaucoup de structures, ces grands travaux d'aménagement, donc on se retrouve au 2e siècle avec une augmentation de la population énorme à Ostie et aussi un changement de population, parce que nous n'avons plus les riches propriétaires qui avaient leur maison ici, mais on a une population beaucoup plus variée d'un point de vue économique et d'un point de vue voilà, disons une population beaucoup plus variée, beaucoup plus hétérogène. Et on se retrouve avec beaucoup de bâtiments à décorer. On remarque cette césure, non seulement dans les modes de construire, mais dans les modes de décorer aussi. Donc on va se concentrer sur un contexte assez particulier, qui est le complexe des case a giardino, des maisons à jardin. La manière de concevoir la maison change complètement. Nous n'avons plus la maison pompéienne qui était faite, c'était une maison de représentance pour accueillir, disons, les clients, les visiteurs importants, et qui était faite pour célébrer le propriétaire, et donc qui avait besoin d'un standing quand même assez haut. Les peintures devaient refléter l'importance de ces personnages. Ici, on a des habitations, plutôt résidentielles, qui continuent quand même à avoir une fonction, disons, la fonction principale des peintures, c'est de marquer l'importance de ce propriétaire et de montrer qu'il est riche, de montrer qu'il est cultivé ou qu'il se réfère à la mode de son époque et de la capitale. Ici, on a un changement. Donc, on invente de nouvelles formes d'habiter parce que plus de personnes ont besoin d'être logées. Et donc, au lieu de construire ces grandes maisons, on commence à construire des appartements en hauteur. Plus de personnes qui doivent être logées en moins d'espace. Et donc, on a ces véritables appartements insulae qui commencent à se former à cette période et qui doivent être décorés de façon différente. On va en voir quelques exemples. On commence avec l'Insula delle Muse, voilà, qui est donc dans le complexe. Peut-être avant, je vais vous expliquer ce complexe des case a giardino, comme ça c'est plus clair. Ce que vous voyez ici est l'objet d'un seul aménagement, d'un grand immeuble, d'un groupement d'immeubles, qui était une série d'appartements mis ensemble, donc un seul programme de construction, toute une série d'appartements mis en file, qui étaient plus ou moins de plans identiques. En tout cas au centre, vous voyez que c'est exactement des appartements identiques en plan et en décoration. Il y a une véritable spéculation édilitaire à cette époque. Donc, ils rachetaient les terrains, ils détruisaient, ils construisaient des immeubles pour les vacanciers romains, pour les riches commerçants qui venaient s'installer. C'était des appartements peut-être à location aussi pour les gens qui allaient à la mer. Et donc, on construit en module des appartements identiques en peu de temps, sur plusieurs étages qu'il faut décorer.
Vous voyez que c'est un changement radical dans la conception de l'habité même et donc de la décoration de ces habitats. Et donc, ce complexe des Case Giardino avait différents niveaux d'habitation, des habitations un peu plus pauvres et des habitations un peu plus riches. Une de celles-ci est l'Insula delle Muse, que nous allons voir maintenant, qui est la plus grande et la plus belle. Comme dans un hôtel, il y avait la suite et les pièces les chambres un peu moins riches. Cette maison, qui rappelle un peu le plan des maisons pompéiennes, on a toujours un couloir d'accès qui amène à une cour, avec des pièces, ici le tablinum ou un triclinium et des pièces plus privées, mais qui changent quand même un peu. Mais ce qui importe, ce sont les décorations. On va s'intéresser surtout à la pièce ici, la pièce 6, qui représente, voilà, on va agrandir un peu, Insula delle Muse, parce que à cause de cette pièce, on a une représentation de divers panneaux, avec au centre des figures d'Apollon ici et des 9 muses autour. À première vue, ça a l'air identique que les autres peintures. Rappelez-vous des peintures de 4e style, donc on a toujours une division en socle, qui ici n'est pas très bien conservée, une zone médiane, une zone supérieure, et des panneaux. Un panneau central avec la représentation d'Apollon et des panneaux latéraux plus petits. On a toujours les architectures stylisées qui scandent la paroi en ces panneaux, mais ce n'est plus vraiment la même chose. Il y a quand même des petits détails qui changent. Avec la peinture au début du IIe siècle, disons, c'est une prosécution directe du 4e style, mais on abandonne toutes les règles qu'il y avait avant. Le 4e style est extrêmement rigide. La paroi est divisée en 3 zones, etc. Mais il y a plusieurs règles, et donc ces règles qui peu à peu sont éclatées. Et donc on a des panneaux qui ne sont plus d'une couleur précise, mais on a des panneaux dans les panneaux. Les architectures ne sont plus vraiment précises ou délimitées à une zone, vous voyez qu'elles continuent. Donc on parle pour cette période d'éclectisme, parce qu'on reprend plein d'éléments, on mélange, on fait des créations nouvelles, plus personnelles, qui se réfèrent moins à un modèle à respecter de la capitale, mais qui sont plus personnels, plus en fonction des goûts du propriétaire ou de la boutique, en fonction de ce qu'ils avaient envie de faire. Donc c'est une peinture beaucoup plus libre, avec beaucoup moins de règles, mais qui garde quand même une certaine qualité d'exécution, une qualité dans le choix des motifs, dans le choix des couleurs aussi. Donc ça reste une peinture de grande qualité. Parce que, justement, cette insula était une insula différente que les autres, d'un standing plus élevé. Et donc, ils apportaient quand même un détail à la décoration. Donc, je vais avancer un peu. Voici donc cet éclectisme. Vous voyez, il n'y a plus de panneaux précis, mais un panneau se divise. Il y a des plus petits panneaux qui apparaissent. Donc, un mélange de tout, une création plus personnelle. Mais on est quand même au IIe siècle. Donc, ce ne sont plus des peintures de grande qualité. On a dû quand même construire en peu de temps beaucoup de choses. Et donc, dans la qualité d'exécution matérielle, on remarque un changement total. Dans vraiment l'exécution matérielle des peintures. On emploie des mortiers de moins bonne qualité, avec des matériaux plus hétérogènes. Donc, on sent vraiment ce changement. Peut-être une autre boutique, peut-être une boutique d'artisans qui a changé de méthode, mais voilà, la césure est totale entre la peinture d'avant, qui était une peinture raffinée et cultivée juste pour les aristocrates, et après, qui est une peinture commerciale. On peignait comme on construisait, rapidement. Et donc ça se ressent un peu, même si ça c'est de la peinture de grande qualité, on ressent des petites différences. Donc ici, on voit des détails, ça c'est l'Apollon que vous voyez sur l'affiche, et les muses ici. Passons. Différents niveaux, on reste dans le complexe des Case Giardino. Donc ce sont ces maisons rassemblées ensemble, qui partageaient une cour, un jardin intérieur, dont les accès étaient protégés pendant la nuit. Donc, c'était un resort, si vous voulez, sur la plage pour les riches romains qui pouvaient louer ces appartements. De différents niveaux. Les niveaux les plus pauvres sont ceux au centre, avec un plan identique et des peintures identiques, en module, Ikea, tout identique. Et donc, ça, ce sont les peintures pas très bien conservées. Ici, les photographies d'archives montrent comment elles étaient au moment de leur découverte, donc une meilleure conservation. On retrouve la même chose, toujours identique, toujours une scansion de la paroi, une tripartition de la paroi, les architectures, les panneaux. La nouveauté, c'est l'apparition de la figure humaine qui n'était pas avant. Ça, ce sont des détails techniques qui nous intéressent moins ici, disons. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans
les différentes maisons, on retrouve les peintures identiques, très semblables. Ça, c'est une peinture dans un autre de ces appartements. On peignait à la chaîne, voilà. Pour les appartements sur les côtés qui étaient d'un niveau plus élevé, pas comme l'Insola delle Muse, mais quand même de grande qualité, ils faisaient plus attention. Et donc, il y avait un choix des décors qui était plus soigné, plus articulé. Et un exemple phare et des mieux conservés du monde romain est celui de l'Insola delle Hierodule, qui se trouve ici. Vous avez un plan ici un peu plus grand. C'est un appartement. Vous voyez le changement avec avant. Ce n'est plus la grande maison patricienne avec le hall d'entrée, la salle de réception. C'est un appartement plus résidentiel, fonctionnel, plus privé. Et donc ça nous renseigne aussi sur la conception des Romains de l'habitat même. Pour l'époque, c'est un standing très élevé, à l'égal des maisons aristocratiques républicaines. Mais ça change complètement. L'accès se faisait par ici. On a une grande pièce qui s'appelle un medianum, un grand couloir, si vous voulez, qui servait d'espace de circulation qui amenait aux autres pièces. Nous avons une grande pièce de salle de réception ici, qui pouvait être un triclinium peut-être ou un tablinum, ça on ne sait pas, et une deuxième pièce de réception ici. On sait que ce sont des pièces de réception parce qu'il y a un plus grand soin du détail et de la peinture dans ces pièces-ci. Ce sont les mieux décorées, les mieux représentées, contrairement aux autres qui auront des décorations plus simples. Encore une fois, changement de la conception, on est plus pratique. Et donc, on peint des peintures plus standardisées, il y a moins une recherche de création, si vous voulez. On fait ce qu'on sait faire et on le refait un peu partout selon le même schéma, le même module. Mais pour les pièces de réception, il y a un choix plus particulier. Ici, on est dans la salle ici que vous voyez, donc les peintures à l'angle. On est à la moitié du IIe siècle après, un peu plus tard que l'Insola delle Muse, qu'on a vu avant, mais on retrouve la même chose. Toujours un socle, une zone médiane, une zone supérieure. Il y a des éléments qui restent fixes au fil du temps. Mais on voit encore une fois cet éclectisme qui revient. On invente, c'est différent. Ce n'est plus aussi standardisé qu'avant. Et donc le socle, qui dans le IVe style devait presque toujours être de la même couleur, divisé en zones, etc., ici est éclaté. On met des panneaux colorés qui changent, un socle à plusieurs couleurs, des panneaux dans les panneaux, des formes qui changent. Autre règle de la peinture pompéienne, c'est la parfaite symétrie. Dans une pièce, on a une paroi principale et une paroi latérale. La peinture de la paroi principale est représentée en miroir sur la paroi opposée. Même chose pour la paroi latérale. Tout est symétrique. Un centre à deux côtés latéraux. Ces deux côtés sont parfaitement symétriques l'un par rapport à l'autre. C'est une règle qui est toujours respectée au 1er siècle. Ici, non. On ne se défait pas totalement de ces règles. Vous voyez qu'il y a quand même des choses qui restent, mais on prend peu à peu plus de liberté. Je n'avais pas malheureusement de photographie de la paroi opposée, mais vous auriez vu que la paroi opposée était symétrique à l'autre, à celle-ci, mais qu'il y avait des différences. La couleur des panneaux était invertie. On n'avait plus un centre rouge avec un bord jaune, mais on avait un centre jaune avec un bord rouge, toutes des choses comme ça. Ou bien le panneau n'était pas rectangulaire, mais il était un peu arrondi. Deuxième siècle, on prend plus de liberté. Peut-être un choix plus personnel du propriétaire, du commanditaire ou de la boutique, encore une fois. Ici encore, voilà, une reconstitution de comment pouvait être avec la zone supérieure ici. On reprend des éléments des styles précédents. On reprend des grandes colonnes imitation en trompe-l'œil qu'on ne retrouvait plus depuis le deuxième style. Peinture beaucoup plus libre, beaucoup plus artistique dans le sens moderne du terme. Autre peinture ici, même chose. On n'a plus un schéma aussi régulier qu'avant. On recherche un effet de couleur, un effet de forme plus recherché, plus personnel, mais toujours de grande qualité. Mais en termes d'exécution, moins bonne par rapport à ce qu'on avait avant. L'intérêt majeur de cette Insola delle Hierodule est qu'elle présente dans sa totalité la décoration des plafonds, qui est une chose quasiment unique pour le monde romain et qu'on ne retrouve qu'à Ostie. Encore une fois, l'importance de ce site est à souligner. Ce que vous voyez ici, donc vous reconnaissez le plan, c'est la décoration des plafonds,
qui se sont écroulés, mais ils ont été retrouvés à l'état fragmentaire où ils étaient. Et donc ces fragments qui ont été patiemment remis ensemble par les archéologues ont permis de reconstituer ces schémas qui sont uniques. Nous n'avons pas d'autres exemples de décoration de plafonds qu'on oublie, que les plafonds aussi étaient décorés. C'était des maisons très décorées, parce que des maisons vides de meubles en grande partie, donc il fallait les décorer, il fallait les remplir, il fallait les rendre lumineuses, donc avec beaucoup de couleurs, beaucoup de motifs. Et donc, un des exemples de plafonds, ce sont ceux-ci. On voit ici le schéma agrandi. Donc, vous reconnaissez ici, vous voyez cette bande rouge qui tourne avec la bande jaune. C'est le schéma qu'on retrouve ici. La rouge et la jaune, oui, avec ici. Bon, c'est de l'autre, mais c'est spéculaire. Et donc, ce sont des plafonds très élaborés, très riches, peut-être plus riches que les parois, qui montraient, pour ces pièces d'apparat, donc qui devaient montrer encore une fois la richesse du propriétaire. Et donc, on choisit de mieux représenter le plafond que les parois. Les plafonds sont beaucoup plus riches. Donc, vous imaginez tout ce qu'on a perdu pour le reste aussi, vu que nous, on conserve surtout des parois. Bon, sur la scansion du plafond, en termes techniques, ça, on va passer, ce n'est pas très intéressant. Mais c'était pour vous montrer la richesse de cette peinture de IIe siècle, qui, oui, est d'une moins bonne qualité, oui, est plus standardisée, est plus réalisée presque à la chaîne et d'une manière plus commerciale, plutôt qu'idéologique comme elle pouvait l'être avant, mais qui reste quand même d'une très grande qualité d'exécution et d'un choix très raffiné. Ce cas de figure, j'ai sauté, change un peu au fil du temps. Nous sommes toujours dans la période d'apogée de la ville d'Ostie, le IIe siècle. Ostie est toujours une ville densément peuplée, riche, active, où on continue à construire, à décorer, redécorer les habitations, toujours plus donc multiples. Et avec la deuxième moitié du IIe siècle, donc la période antonine, et le IIIe siècle, on a un changement progressif, naturel. Donc ce qui intéresse maintenant, ce n'est plus représenter de façon éclectique tous les éléments du passé ou une composition plutôt, disons, de panneaux ou d'architecture très élaborée. Ce qui intéresse ici, c'est un effet. On veut reproduire un effet de couleur, un effet chromatique qui devient plus intéressant que le dessin, le trait. Une phase un peu plus impressionniste, si vous voulez utiliser un terme moderne, même si ce n'est pas très correct. Mais... Donc, ce qui compte, c'est un effet de couleur. On s'éloigne encore plus des règles initiales de la peinture romaine. On multiplie les panneaux, on mélange les zones entre elles, on a toujours la présence d'architecture qui scande la paroi. Et on retrouve toujours des mêmes éléments. Là, par exemple, nous sommes dans l'Insula delle Pareti Gialle, toujours dans le complexe des Casa Giardino, un autre appartement, mais qui a été redécoré par la suite. Ce sont ces peintures-ci que nous voyons. Donc, où au lieu d'architecture précise qui scande la paroi, on a des grosses bandes de couleurs, parce que c'est ça qu'on veut recréer. Et donc, on a du jaune et du rouge, et ce qui compte, ce n'est pas vraiment le dessin, mais c'est l'effet chromatique. Et ici, au centre, on a des panneaux avec des petits paysages. Vous vous rappelez le fragment avec le paysage du Caseggiato dei Lottatori, où on voyait un espèce de temple, etc., où tout était dessiné avec minutie. Ici, ce sont juste des grosses taches de couleurs qui, de loin, donnent l'impression d'un paysage, mais qui, de près, sont juste des traits de couleur. Encore une fois, ça rappelle un peu la peinture impressionniste moderne. Donc, l'effet chromatique est ce qui est recherché en plus. Mais on a une distinction entre les salles d'apparat, qui étaient destinées à recevoir les hôtes, les invités ou les étrangers, qui sont plus conservatrices. Et donc, on doit représenter l'idéal plus ou moins antique, qui représente cette richesse des décorations. Et donc, on est plus conformiste. C'est le cas dans l'autre exemple que je vous montre, qui est l'Insula di Giove Ganimede. On est sorti de Casa Giardino, on est dans une autre zone de la ville, où on a une paroi de 6 mètres de haut. Donc, énorme, une salle d'apparat énorme qu'il faut décorer. Et donc, ce qu'on fait, on a toujours la tripartition, mais on ajoute, et on invente des nouvelles manières de décorer des élévations qu'avant n'étaient pas toujours... Donc, avant, quand on avait des parois trop hautes,
on avait la tripartition et après on rajoutait une deuxième zone supérieure, une troisième zone supérieure. Ici, on invente des nouvelles formes. Ce qui compte, c'est bien que la photo soit prise un peu de loin comme ça, c'est l'effet chromatique. C'est ça l'effet qui était recherché, c'était ces panneaux de couleurs agencés. Mais on a toujours les architectures, mais qui sont secondaires maintenant. Ce qui compte, c'est cet effet qui est recherché, mais qui doit toujours appuyer la richesse quand même du propriétaire et de la décoration. À côté des salles d'apparat, des salles riches, on a les salles qui étaient destinées à un usage plus privé, plus familial, donc ce qu'on appelle les espaces secondaires. Ces espaces secondaires, il ne fallait pas prouver la richesse du propriétaire, il fallait juste les décorer. Et on les décorait en modules. La mode de l'époque, c'était on reprenait les boutiques d'artisans, ils proposaient ce qu'ils savaient faire aux propriétaires. Et donc on retrouve dans différents contextes ces architectures toujours, mais plus modulaires, beaucoup plus simplifiées. On a quasiment des lignes pour représenter des colonnes qui sont représentées l'une après l'autre, un module qui est répété, qu'on retrouve dans différents contextes. Donc une peinture beaucoup plus simple. Alors qu'avant, dans les riches maisons du 1er siècle, elles étaient moins décorées, les pièces privées, mais elles étaient quand même, il y avait quand même un soin, une attention qu'ici on a complètement perdu. La peinture n'est qu'une décoration, c'est du papier peint. Avant aussi, mais c'est un beau papier peint. Ici, c'est juste un papier peint parce qu'il fallait remplir, parce que c'était dans l'idée de l'époque, pour donner de la lumière, pour donner de la couleur. Au IIIe siècle, donc on avance un peu, on approche de la fin, on continue dans cette idée. On s'éloigne de plus en plus des canons plus antiques. Et donc ce qui compte aussi, ce sont les effets de couleur, la diversification. Donc un deuxième contexte, c'est l'insula delle volte dipinte, extrêmement intéressante aussi parce que, comme le dit le nom, les voûtes sont conservées de cet appartement. Il s'agit vraiment d'un appartement. Donc je n'ai pas mis un plan ici pour aller un peu plus vite, mais disons, les salles d'apparat étaient aussi qui donnaient sur l'avant et les salles privées sur l'arrière, un couloir qui les séparait. Donc il y avait quand même une division. Et ces salles d'apparat qui étaient richement décorées avec ces voûtes-ci. On passe sur les descriptions plus précises. On retrouve plus ou moins ces effets chromatiques dont je vous disais avant. Dans les parois, encore une fois, ici les architectures sont non seulement inexistantes, mais presque inutiles aussi. Donc ce qu'on a, ce sont des panneaux mis un peu n'importe comment. On n'a plus aucune division scansion précise. Après, il y a des caractéristiques plus techniques. Donc on revoit l'apparition de personnages de grande taille. On retrouve aussi certains motifs qu'on ne retrouvait plus avant, comme l'imitation de marbre peint, des choses comme ça. Mais ce qui importe, c'est que pour ces salles d'apparat, il y a quand même une volonté de se référer aux modèles anciens. Et donc même si on ne fait plus du tout la même chose, c'est quand même une peinture toujours de qualité, toujours conservatrice dans les scènes, dans les motifs, et donc qui rappelle un peu les exemples anciens. Pour les salles de représentation, de représentance, je ne sais pas comment on dit en français, de réception, voilà. Pour les salles plus privées, on continue avec les modules, comme on a vu auparavant, encore plus simples, encore plus stylisés, schématisés, qui amèneront après ce qu'on appelle le style linéaire, où on n'a plus d'architecture, on a seulement des lignes sur fond blanc qui décoraient. Et si vous avez à l'esprit les décorations des catacombes chrétiennes, par exemple, c'est ça, c'est ce style linéaire qui se développe. Donc des peintures vraiment épurées, juste parce qu'il fallait décorer, avec quelques motifs pour rappeler quelque chose, mais très simple, très stylisé. Et voilà, on approche de la fin. Je crois au niveau du temps aussi, ce serait nécessaire. 5 minutes, super, il ne m'en faut pas plus. On a un changement, disons le statut de la peinture se perd un peu. Ce qui importe, disons le maximum de la richesse n'était plus vraiment ces décorations peintes. La nouvelle mode, c'était les décorations de marbre, qui étaient toujours à la mode, si vous voulez. C'était toujours le plus haut niveau, c'était les décorations de marbre. Si vous pensez aux décorations de la Domus Aurea, la Domus Transitoria, on a déjà des panneaux de marbre. C'était vraiment la plus haute qualité, mais qui n'était accessible qu'à l'empereur avant. Au IIIe siècle, elles deviennent accessibles à plus de monde, surtout à Ostie, où la ville commence à se dépeupler. Il y a moins de gens, et ce sont des riches propriétaires qui rachètent les terrains et qui construisent leurs maisons dans de vieux édifices commerciaux, dans des vieux édifices. Et ils font leur maison, et ils récupèrent tous les marbres
qui étaient dans les édifices publics, dans les thermes auparavant, et ils décorent leur maison avec. Parce qu'ils ont racheté les terrains, il n'y a plus personne à Ostie en ce moment. Et donc, le plus outstanding, ce sont les décorations de marbre. Les décorations peintes deviennent un peu le deuxième choix. Et donc, que peindre? Ce qu'on ne peut pas faire, et donc des décorations de marbre. Et donc, dans la deuxième moitié du IIIe siècle et aussi au IVe siècle, à Ostie, on ne peint plus qu'exclusivement que des décorations qui imitent ces décorations de marbre qu'il y avait à l'époque. Donc la peinture n'est plus ce qui intéresse le plus, c'est un mode de substitution de ce qu'on ne peut pas se permettre. Et donc ce sont des peintures, ici on retourne à l'Insula delle Pareti Gialle, dans une pièce qui a été réaménagée après, avec ces panneaux qui imitent vraiment des sectiles. Donc, si vous voulez une idée de ce qu'étaient les décorations des vraies maisons à l'époque, le meilleur exemple qu'on a, ce sont les décorations de l'édifice à Opus Sectile en dehors de Porta Marina. Donc, voilà, ce sont les décorations en marbre sur les parois, qui ont pris le relais, si vous voulez, des peintures, mais qui se réfèrent toujours aux peintures. Peut-être à une vision plus traditionnaliste. On retrouve les mêmes panneaux qu'on avait en peinture, les mêmes architectures stylisées des interpanneaux, les frises, les zones supérieures. C'est le marbre qui a pris le relais comme peinture la plus riche possible. Voilà, ça c'est pour le panorama ostien. Je ne sais pas si on peut dire encore quelque chose d'autre, mais juste pour conclure rapidement, j'avais fait toute une petite animation, donc voilà. La peinture romaine, donc, on a essayé de voir cette évolution. Je n'ai pas pu aller très loin, parce que beaucoup de choses à voir en peu de temps. C'était juste pour vous montrer un panorama de ce qu'on peut retrouver à Ostie, et plus ou moins de les remettre en contexte. Mais ce qu'on peut voir, c'est que la peinture romaine est la plus artistique des peintures dans le sens moderne du terme. Paradoxalement, parce que c'était la moins considérée à l'époque. C'était un papier peint. Et donc, justement parce qu'elle ne devait pas faire passer un message politique, un message idéologique aussi fort que les autres formes d'art, parce que c'était un art privé de décoration, ça nous permet d'avoir une idée quand même de la conception plus intérieure, personnelle, des personnes qui décoraient ces habitations, de la manière dont ils concevaient leur habitation, justement, leur manière d'habiter, dont se structurait la maison. Et on retrouve qu'il y a quand même toujours cet idéal antique auquel il faut se rapporter, qui reste, mais aussi une volonté d'innover et de faire quelque chose de plus personnel. Et la peinture romaine, c'est ça. Ce sont une série de motifs. On a toujours des colonnes, des guirlandes, des panneaux, des personnages, mais qui sont agencés de manière pratiquement infinie, selon les goûts du propriétaire, selon les goûts de la boutique, selon la mode du temps. Et donc, c'est un peu ça qu'on a essayé de voir, cette masse énorme, comment elle peut s'agencer au fil du temps. Et voilà, si vous voulez lire le petit texte, mais sinon, ce qu'on peut voir, voilà, c'est cette évolution de cette manière-ci, où la peinture devient plus standardisée, plus schématisée au fil du temps, mais avec cette idée de rappel aux origines. Je crois que j'ai tout dit.